Donc cette séance, c'est le deuxième volet que nous consacrons à la question Peggy et le transhumanisme. Et la dernière fois, je vous avais présenté ce texte étrange, peu connu de Peggy, intitulé Zankville, daté de 1904. Texte pas facile, pourtant très représentatif de l'écriture et de la pensée de Peggy dans cette période, de la manière dont Peggy s'inscrit dans la production de ces cahiers de la quinzaine, hein, comme je vous avais dit, un peu par la bande. Il exprime sa pensée, mais avec le prétexte de présenter celle d'autres, en l'occurrence là, le fameux Zankville. Et dans ce texte étrange, truffé de citations de Taine, de Renan, je vous avais invité à trouver, comme je l'avais fait, des prémices d'une critique très visionnaire d'un certain nombre de thèmes qui ressurgissent aujourd'hui à travers l'idéologie transhumaniste, notamment le thème de l'homme-dieu, de l'homme scientifique qui se perçoit comme un Dieu tout-puissant et tout-connaissant, et aussi le thème de la connaissance, des connaissances, de la multiplicité des connaissances, l'épuisement du réel, la manière dont, d'après Peggy, l'historien moderne accumule les connaissances pour après les trier et sans jamais atteindre son objet, mais avec cette ambition de posséder tout le réel que j'avais mis en parallèle avec ce qu'on appelle le big data, et en lui opposant, comme Peggy le fait, la méthode intuitive préconisée par Peggy, qui consiste à choisir. C'était choisir par les moyens d'art. Les moyens d'art consistent non pas à épuiser le réel, à englober la somme de toutes les connaissances pour faire des rapprochements, qui éloignent toujours du cœur de ce qu'on cherche à connaître, mais à viser juste en choisissant par les moyens d'art. Voilà, donc on avait mené cette réflexion avec l'aide précieuse de Marie qui nous avait lu ces textes denses, pas faciles, mais tout à fait en écho avec certaines idées qui peuvent s'échanger, se faire entendre aujourd'hui. Renan se révélant plus que jamais le père du monde moderne que Peggy voyait en lui, puisque à travers ces dialogues philosophiques, il pourrait apparaître, et ses rêveries sur une espèce d'homme augmenté et de surhomme, il pourrait apparaître comme l'ancêtre de certains penseurs ou même acteurs publics d'aujourd'hui. Et je m'étais appuyée pour faire cette comparaison sur un ouvrage, puisque moi-même n'y connaissant quand même à peu près rien au transhumanisme et donc m'autorisant à parler de ce que je ne connaissais pas, je m'étais appuyée sur un livre de vulgarisation, La guerre des intelligences, comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation, du docteur Laurent Alexandre, qui se trouve être un propagandiste, si l'on peut dire, de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, des plus fervents, des plus engagés. Donc on allait carrément avoir une version tout à fait enthousiaste du projet transhumaniste, et ça permettait Peggy nous permettant de le démonter en quelque sorte, ou de ne pas nous laisser prendre à ses sirènes. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette démarche. Et comme je vous l'avais annoncé, je vais reprendre certains thèmes qui sont mis en avant dans ce livre et qui se trouvent être des thèmes phares de la pensée de Peggy. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir, en tout cas ça m'a intéressé, de mettre en vis-à-vis ce que ce monsieur Alexandre, par exemple, écrit de l'école et ce que Peggy pense de l'école. Et ça n'est qu'un thème parmi d'autres. Mais pour ce faire, nous allons un peu nous éloigner de Zankville. Donc c'est toujours Peggy et le transhumanisme, mais Zankville, je pense qu'on a déjà pas mal puisé la dernière fois. Donc aujourd'hui,
je ferai appel à quantité de textes de Peggy, une grande variété de textes de différentes époques, et que j'ai choisi uniquement parce que, en lisant Alexandre, je me disais ça me fait penser à telle page de Peggy, et donc je suis allée la retrouver et je me souvenais bien. Et donc, bien sûr, les textes que j'ai choisis, il y en a 1000 autres qu'on aurait pu choisir, mais au moins ça me fait plaisir qu'on les réentende ensemble. Et donc vous en trouverez les références sur le papier qui circule, et que s'il n'y en a pas assez, vous me le direz tout à l'heure. Voilà, donc installons-nous. Bonjour. Oui, vous prenez une chaise, vous mettez où vous voulez, où vous pouvez. Vous avez dit que j'étais le paradis. Le paradis, en fait. Allez au paradis. Ah ben ça doit être la réputation qu'on a. S'ils savaient ce qu'on fait ici, en bas, peut-être qu'ils se méfieraient davantage, mais ils ne nous écoutent pas. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai organisé mon propos en 2 parties, non 3 quand même, c'est mieux 3 parties, c'est toujours mieux. Donc une première partie sur ce que j'appelle les fins dernières, les fins. Quelle est la fin poursuivie par le transhumanisme, et qu'est-ce que Peggy va lui opposer. Dans la deuxième partie, on se tournera vers les moyens. Quels moyens le transhumanisme compte employer pour atteindre cette fin. Et puis, dans la troisième partie, je reviendrai sur nous. Je l'ai appelé « Sommes-nous des vaincus ?» en écho au « Nous sommes des vaincus » de Peggy. Parce qu'à vrai dire, pour préparer cette séance, j'ai repris la lecture de Laurent Alexandre, la première fois que j'ai lu ce livre, j'en croyais tellement pas mes yeux, c'était presque drôle. Mais la deuxième fois, c'était accablant. Donc, il y a eu des moments de découragement, et j'espère ne pas terminer sur cette note-là, mais enfin quand même, elle a retenti. Alors, donc, la fin poursuivie par le transhumanisme dont il se réclame, c'est ce fameux progrès. L'humanité doit progresser, elle doit se dépasser, et elle va vers un avenir meilleur, plus grand, plus beau, et si elle le manque, c'est la catastrophe. Donc l'alternative, c'est ça, c'est soit déchoir, soit le progrès. Et donc, Didier Alexandre, le pauvre, ça va longtemps, Laurent Alexandre nous propose un survol de l'histoire de l'humanité, tout entier orienté vers l'idée de progrès, et tout entier gouverné, donc là, pour nous qui lisons Peggy, c'est très familier, vers l'idée d'un progrès technologique. L'axe de développement de l'humanité, c'est le progrès technologique, qui s'est énormément accéléré au cours des 2 derniers siècles, nous dit-il. Donc, moi, de mon côté, je vais lire la prose de Didier Alexandre, et je te laisse la bonne part, qui est pour le Peggy. Voilà, donc c'est très typique, cette façon de périodiser aussi, enfin des grandes périodes pour résumer l'histoire de l'humanité. Alors, le monde a connu 3 grandes révolutions technologiques et économiques en 2 siècles. Là, on se contente des 2 derniers siècles. La première s'étend de 1770 à 1850 avec les premières usines, puis la machine à vapeur et le réseau de chemin de fer. La seconde de 1870 à 1910 avec la naissance de l'aviation, de l'automobile, de l'électricité et de la téléphonie. Ces inventions ont changé le monde autour des réseaux électriques et de transport. La troisième révolution a débuté vers 2000 avec l'arrivée des technologies NBIC. Alors ça veut dire nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, qui vont bouleverser l'humanité. La dimension révolutionnaire des nanotechnologies tient au fait que la vie elle-même opère à l'échelle du nanomètre, le milliardième de mètre. Une échelle jusqu'alors hors de portée pour nous.
la fusion de la biologie et des nanotechnologies va transformer l'homme en ingénieur du vivant et lui donnera un pouvoir fantastique sur notre humanité. Les NBIC sont en réalité de plus en plus une seule science, dont les volets sont interdépendants. La science du XXIe siècle, structurée autour du réseau Internet et de l'intelligence artificielle. Elle nous emmène dans un monde dont les règles fondamentales changent rapidement. L'immense puissance informatique met à notre portée des technologies dont nous pouvions à peine rêver il y a 50 ans. Donc, vous voyez, accélération du temps, les 2 derniers siècles, puis les 50 dernières années, vers un avenir glorieux, la révolution des NBIC. Et, comme je le disais, un axe, celui du progrès technologique pour rendre compte de l'histoire de l'humanité. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, puisque déjà, à l'époque de Peggy, alors Peggy aurait dit cette illusion, mais ne soyons pas trop sévères, enfin, cette vision d'une humanité qui évoluerait au fur et à mesure des découvertes technologiques. Elle était bien sûr présente au temps de Peggy, et Peggy lui a constamment opposé, non pas l'idée qu'il n'y ait pas de progrès technologique, mais la conviction que cet indéniable progrès technologique n'oriente pas l'évolution de l'humanité, que l'humanité est, et qu'elle est diverse, avec des civilisations diverses qui éclosent à des moments divers, dans des lieux divers, et que chaque civilisation qui est perdue est une perte, et que les métaphysiques ne se succèdent pas comme les techniques. Donc là, je vais demander à Marie de nous lire le premier texte que j'ai tiré de... Alors, ça aussi, c'est bien typique des écrits de Peggy. C'est un passage, vous le reconnaîtrez, il est quand même assez fameux. Et pour donner le titre, on est bien embarrassé, parce qu'il est tiré d'un texte qui s'intitule « Cahier de la quinzaine ». Il y en a au moins 2 ou 3 dans la production de Peggy qui s'appelle « Cahier de la quinzaine ». C'est quand il n'avait pas de titre, quand il n'avait pas un sujet précis à traiter, il a intitulé ça « Cahier de la quinzaine ». Donc, simplement, ce cahier de la quinzaine-là, on le désigne, traditionnellement, on le désigne sous le titre de l'œuvre principale présentée dans le cahier en question, qui s'appelait Bar Kochba. Je ne sais plus si c'était les frères Tarot, je ne sais plus qui avait écrit Bar Kochba, mais quand on dit le Bar Kochba, c'est plus clair, c'est de cette œuvre qu'il s'agit, et ça se trouve dans le tome 2 de la Pléiade, à la page 657. Descartes n'a point battu Platon comme le caoutchouc creux a battu le caoutchouc plein, et Kant n'a point battu Descartes comme le caoutchouc pneumatique a battu le caoutchouc creux. Il n'y a que dans les écoles que l'on se représente et que l'on représente grossièrement ces grands métaphysiciens comme des capucins de cartes. Au fait, je voudrais bien savoir ce que c'est que des capucins de cartes. Et vous devriez bien me le dire, tout le monde en parle et je ne sais pas ce que c'est. Des dominos ou des lutteurs qui successivement se tomberaient les uns les autres. Dans les écoles et sans doute aussi dans les propres esprits de ces grands métaphysiciens. Parce que la chair est faible. Comme les grandes et profondes races, comme les grandes et vivantes nations, comme les peuples, comme les langages mêmes des peuples parlés, écrits, comme les arts inventés, les grandes métaphysiques, les philosophies ne sont rien moins que des langages de la création. C'est une thèse métaphysique et des plus grandes que l'univers, j'entends l'univers sensible, est un langage que Dieu parle à l'esprit de l'homme. Un langage par signes, un langage figuré,
En d'autres termes, en termes spécifiquement chrétiens, que la création est un langage que le Dieu créateur parle à l'homme, sa créature. Elle-même comprise dans cette création, mais faite à l'image et à la ressemblance de son créateur. Une immense bonté tombait du firmament. Réciproquement, les grandes philosophies, les grandes métaphysiques ne sont que des réponses. L'athéisme lui-même, qui est une métaphysique, est une réponse, comme le blasphème est une réponse, comme la malédiction remontante est une réponse. Vigny aussi fait une réponse, muet, aveugle et sourd aux cris des créatures. Les grandes métaphysiques sont des langages de la création, et à ce titre, elles sont irremplaçables. Elles ne peuvent ni jouer entre elles, ni se remplacer, ni se suppléer mutuellement, ni se faire mon service les unes les autres. Et ce qu'elles sont le moins, c'est interchangeable. Car elles sont les unes et les autres, toutes, des langages éternels, dits une fois pour toutes quand ils sont dits, et que nul autre ne peut dire à leur place. La voix qui manque, manque. Et nul autre qui ne serait pas elle ne peut ni la remplacer, ni se donner pour elle, ni faire croire qu'elle est elle, ni la construire sensément du dehors par subterfuge, échafaudage, artifice et fiction. Alors un tel texte, déjà, c'est extrêmement dense et on pourrait passer les 2 heures à l'expliquer. Mais on voit d'emblée qu'à cette vision univoque d'un progrès où des humanités se dépassent par leurs acquis technologiques, s'oppose la vision de Péguy où l'humanité se caractérise par cette pluralité des métaphysiques qui toutes sont éternelles. On les même pas... C'est vraiment l'inverse d'un progrès continu linéaire. C'est d'emblée la valeur absolue, éternelle de chaque métaphysique, de chaque civilisation. Et à un moment donné, Péguy dit, en langage chrétien, toute métaphysique est un langage de la création. On peut s'interroger aussi sur ce langage chrétien de Péguy en 1907, c'est début 1907. Péguy ne s'exprime pas spécialement à ce moment-là en auteur catholique, même pas du tout. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, cette valeur de toutes les cultures et civilisations, c'est pas très catholique, si je puis dire, mais c'est très puissant. Et c'est tout à fait à l'opposé donc de cette vision orientée vers l'idée de progrès, et avec la distinction de la métaphysique et de la technique qui est exprimée de façon assez rigolote par l'histoire du caoutchouc creux et de Kant et de Descartes. Ce qui frappe aussi, et là encore, on est vraiment dans des problématiques qui ont été celles de Péguy, c'est qu'il y a dans cette vision transhumaniste une espèce d'optimisme qui tient au fait que le mal n'existe pas. Le tragique, le mal qu'on inflige aux autres, est évacué. C'est une question évacuée qui n'a pas sa place. Cela m'a frappé, notamment dans un de ces survols historiques que se permet Laurent Alexandre, quand il évoque le XXe siècle. Le XXe siècle a été une époque d'accélération du rythme et de l'importance des innovations. Percée technologique et médicale, développement de la société de consommation et enfin mondialisation,
auront été, si l'on accepte les traumatismes des 2 guerres mondiales, les totalitarismes et les génocides, les faits marquants de cette période. Dans les livres d'histoire, le XXe siècle fera néanmoins figure de période assez calme et terne, quoique pleine de bruit et de fureur, comparée au siècle suivant. Une simple transition vers une période d'accélération qui va laisser l'humanité clouée sur son siège. Alors, vous voyez, prix des lecteurs, sélection 2019, ça fait quand même mal et ça fait peur, parce que on peut écrire des choses comme ça, mais même apparemment sans scrupule, sans s'en rendre compte. Voilà, présenter le XXe siècle comme globalement un siècle avec des acquisitions techniques et scientifiques d'importance, mais qui ne sont rien par rapport à celles qui vont suivre, et en acceptant les 2 guerres mondiales, les génocides, les totalitarismes. Donc voilà, donc ça, c'est typiquement ce que Peggy reproche aux optimistes de son temps et donc de tous les temps, notamment, alors à maintes reprises dans maints textes, mais ça m'a fait penser au fameux « rien ne fait de mal » qu'il reproche à Jaurès d'avoir prononcé dans un discours. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit historiquement attesté que Jaurès ait dit ça, ni même qu'il l'ait dit dans le sens que Peggy lui reproche, mais ça donne lieu à une très vigoureuse et très belle réflexion de Peggy, plusieurs pages, qu'il n'a pas publiées, puisqu'il les a écrites dans un texte qui a été publié seulement de façon posthume, qui s'appelle « Par ce demi-clair matin ». En fait, c'est un très beau titre, mais je pense que c'est le début du texte. Et dans Par ce demi-clair matin, donc texte de 1905, Peggy revient sur ce propos que Jaurès aurait tenu, dans une vision de l'histoire, justement, où une vision un peu hegelienne, où la raison dans l'histoire finit toujours par l'emporter, même s'il y a un petit peu de casse à la marge. Et ça, si Peggy a une vision de l'histoire, c'est que justement, on ne peut pas passer par pertes et profits, les massacres, les injustices, et que lui, tout son engagement dans l'histoire, tout son engagement socialiste, tout son engagement d'écrivain, c'est justement pour lutter contre le mal universel. C'est ce qu'il avait écrit dans la dédicace de sa première Jeanne d'Arc en 1897. Cette œuvre, donc, qui était une très longue œuvre dramatique consacrée à la figure de Jeanne d'Arc, elle était dédiée à tous ceux et toutes celles qui auront donné leur vie pour lutter contre le mal universel. Donc l'engagement de Peggy, dès ces années-là, il était conduit par cette idée de combattre le mal. Et il n'a pas tardé à s'apercevoir que le mal universel, c'est d'abord le mal près de chez soi, c'est le mal, l'injustice sociale, c'est le mal qu'on peut essayer de réparer, qui est toujours contre lequel il est toujours à notre portée de lutter. Et dans un autre texte que je ne fais que signaler, mais que vous trouverez quand même dans la... Bon, c'est pas très beau ça, enfin, imaginez qu'il y a la belle couverture de la Pléiade, ça c'est la Pléiade poésie de 2014. Vous trouverez la deuxième chansonnée de la chanson du roi Dagobert, qui est un texte tout à fait extraordinaire de Peggy, de 1904, où il s'est amusé à broder sur la chanson du roi Dagobert. Donc dans la première chansonnée, il donne les couplets que l'on connaît, et puis il commence à en inventer d'autres, en faisant comme si le bon roi Dagobert c'était Jaurès et qu'il était le bon Saint-Éloi. Mais ça n'a pas été compris tout de suite comme ça, à tel point que ça n'a pas été compris du tout, et que on l'a fait, enfin, ses abonnés lui ont dit c'est pas la peine que tu publies la suite, et donc la deuxième chansonnée est restée dans le tiroir jusqu'à ce qu'on l'exhume bien longtemps après, et nous, dans la nouvelle Pléiade poésie, on les donne à la suite, quand même, la première et la deuxième chansonnée. Et dans la deuxième chansonnée, il y a des passages magnifiques, justement sur la question du mal et sa sous-évaluation par les socialistes.
et tout ça sur fond de Roi Dagobert et de Bon Saint-Éloi. Donc c'était une alliance tout à fait originale de métaphysique et de chansons, pas à boire, mais enfin de chansons populaires. Donc c'est du Péguy tout à fait novateur, si je puis dire. Mais le texte que j'ai choisi pour cette question du mal et l'aveuglement d'un certain optimisme, qu'il soit scientifique, technologique ou politique, comme celui de Jaurès, ou celui supposé de Jaurès vu par Péguy, eh bien, là, on a un très fort rappel dans cet extrait, c'est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup de l'écouter, de Par ce demi-clair matin, où Péguy rappelle que si ça fait mal, et que bon, excuse-moi, je suis un petit peu longue dans mon introduction, mais non, ça va, je te laisse la parole, je dirai après. Voilà donc. Rien ne fait de mal Par ce demi-clair matin. Ce serait commettre une erreur grossière que de s'imaginer que la marche de la culture et de la justice et de la liberté dans l'histoire de l'humanité est réglée souverainement par je ne sais quelle fatalité bienveillante. Le mot que l'on prête à Jaurès, rien ne fait de mal, ne constitue pas seulement l'assertion la plus fausse qu'un orateur ait jamais avancée. Depuis plus de 4000 ans qu'il y a des orateurs et qui bafouillent, mais elle est la plus dangereuse aussi pour le salut de l'humanité. Si rien ne fait de mal, que sert l'action ? Que sert la conduite ? Que sert la morale ? Que sert toute vie ? Si rien ne fait de mal, que sert ce que fait Jaurès lui-même ? Je crois, au contraire, que tout ce que fait Jaurès depuis qu'il s'est enfoncé dans les marécages de la plus basse politique, loin d'être indifférent, absolument neutre, a fait beaucoup plus de mal et en fera encore plus. Si rien ne fait de mal, nous n'avons plus qu'à ne rien faire. Nous n'avons plus qu'à ne rien empêcher, s'il est possible de ne rien faire, ce que je ne crois pas. Je ne dis pas que nous n'avons plus qu'à nous croiser les bras, car c'est encore faire quelque chose que de se croiser les bras. Rien ne fait de mal. Je n'ai point rapporté ce mot de Jaurès dans mon précédent cahier parce que ce précédent cahier était le cahier de notre collaborateur Avenard et que je ne voulais pas faire de peine à notre collaborateur. Je n'ai jamais entendu, je ne connais pas une formule aussi monstrueuse d'égoïsme satisfait. Rien ne fait de mal au moment même où de partout remontent les atrocités des plus vieilles barbaries. Rien ne fait de mal. Il faudrait savoir si c'est ce que sentent et si c'est ce que pensent tant d'humanité pantelante sur les chevalets de tant de bourreaux. Rien ne fait de mal. Couplet sinistre, cynisme inouï, lugubre litanie, tranquillité fourbe, atroce refrain, accompagnement de railleries amères et fourbes chantées, jouées par l'optimiste en chef, par le grand pontife de l'optimisme officiel. Atroce refrain qui vient s'intercaler en réponse aux atroces couplets de détresse hurlés par tant de peuples victimes. Rien ne fait de mal. Voilà ce que n'ont pas considéré dans leur impardonnable légèreté. Voilà ce qu'il faudrait prendre soin de faire observer, simple note préliminaire, à toutes ces populations atrocement tourmentées, à ces peuples entiers torturés de torture et de guerre,
à ces misérables populations coloniales, à ces misérables populations extrêmes orientales, à ces misérables populations orientales, à ces 300 000 Arméniens massacrés, à tout un immense empire dévoré des plus atroces ravages, à tous ces misérables Russes, à tous ces misérables ouvriers, à tous ces misérables paysans, à tous ces misérables Juifs, à tous ces misérables Polonais, à tous ces misérables révolutionnaires, à tous ces misérables soldats, à tous ces misérables bourgeois, intellectuels et bruts, également tourmentés, également tournant dans le même cercle, également malheureux. Ce mot prodigieux de Jaurès, rien ne fait de mal, voilà ce que ces misérables victimes, au moment du supplice, au moment de la noyade, au moment de l'étranglement, au moment de l'égorgement, au moment du feu et de la mort, avaient sans doute négligé de considérer, sinon elles ne se seraient pas plaintes, comme nous entendons de partout monter leurs cris d'horreur. Rien ne fait de mal. Mot de l'égoïsme, synthèse de la dureté, formule même de la lâcheté, le mot le plus monstrueux en un certain sens que l'on ait prononcé jamais. Mais comment le qualifier? Prononcé aujourd'hui, au moment même où les plus atroces nouvelles de toute l'humanité nous parviennent chaque matin par la voix des journaux. Rien ne fait de mal. Évidemment, Jaurès, puisque nous sommes socialistes, ce mot ne peut avoir qu'un sens. Puisque rien ne fait de mal, cette oppression capitaliste aussi ne fait point de mal. Et puisque les misères ne font point de mal, puisque les misères politiques les plus sanglantes ne font point de mal, puisque les guerres ne font point de mal, ni les massacres, les misères sociales aussi et les misères économiques aussi ne font point de mal sans doute. Et alors nous, socialistes, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons? Rien ne fait de mal. Nous avons ici, je ne dirais pas le cri du cœur, on comprend aisément pourquoi, mais la pensée de derrière la tête, si ce n'est point profaner le mot même de penser que de l'employer en ce sens, de l'homme qui s'était fait parmi nous le défenseur, l'avocat professionnel de tant de victimes et particulièrement des Arméniens persécutés. Toutes ces grandes et ces puissantes, toutes ces hautes, redoutables et retentissantes manifestations qui nous-mêmes nous avaient emplis d'une inoubliable indignation n'étaient, dans leur hauteur, que des manifestations d'éloquence. Et parce que c'était utile à sa politique de ce temps-là. Rien ne fait de mal, c'était le mot des martyrs. Mais les martyrs l'employaient pour leur propre usage et pour le tourment de leur propre corps. C'était le mot des stoïciens grecs pour leur usage propre. Ce fut sans doute le mot des saints du bouddhisme pour leur usage propre. Ce fut le mot des martyrs chrétiens pour leur usage propre. C'est le mot des saints, des sages, de tous les martyrs, mais pour leur usage propre. C'est le mot de Polyeucte, mais Polyeucte n'occupait point une villa confortable à Passy. Et il n'avait point conduit sa barque de telle sorte qu'au milieu des misères publiques et privées, il se fût assuré constamment un revenu mensuel assez considérable. Dit par les martyrs, ce mot avait un autre sens. Il était alors le mot des héros. Mais ce qu'il y a de malheureux aujourd'hui, c'est que ces formules du parfait optimisme ne sortent jamais que de gens qui ont su se garer des tempêtes. Et ce qu'il y a de malheureux aussi,
c'est que ces optimistes professionnels, ces gens pour qui tout est parfait, à qui et pour qui rien ne fait de mal, ces grands seigneurs admettent tout de même quelques petites exceptions. Et comme par hasard, on s'aperçoit que ces toutes petites exceptions exceptionnelles, comme par hasard, sont afférentes à leurs plus bas intérêts particuliers. Le fiacre brinque-ballant qui les emporte roule et cahote aussi quelques pessimismes. Ce sont les quelques taches du soleil de leur optimisme. Rien ne fait de mal, mais tout d'un coup, ils poussent les hauts cris. Ne croyez pas qu'on leur ait seulement marché sur les pieds. On s'aperçoit, on reconnaît, le premier moment de stupeur passé, que ces quelques préfets ou sous-préfets du Tarn, qui a dérangé par des combinaisons politiques d'ailleurs non moins basses, les plus basses combinaisons politiciennes. Dans ces plus basses combinaisons politiciennes résidait leur complaisance. Là était leur affection, leur intérêt, leur système du monde. Rien ne fait de mal, excepté ce qui menacerait de toucher à leur précieux épiderme. Rien ne fait de mal, ce n'est pas seulement ainsi prononcer la parole d'un égoïsme monstrueux, c'est aussi ensemble et inséparément la parole d'une ignorance prodigieuse de la réalité. Tout fait peut-être du mal. Voilà ce que se dit, ou du moins voilà ce que se demande l'homme qui a quelques soucis des événements de la réalité. Tout peut faire du mal si l'on n'y apporte point une extrême attention. Voilà ce que peut affirmer en toute certitude tout homme qui a quelque expérience personnelle de ce que c'est que les réalisations humaines. Rien ne fait de bien. Voilà ce que c'est toujours quelques jours demander dans l'amertume du doute et dans l'anxiété de la tentation, dans le flottement de l'inquiétude, quiconque avait innocemment conçu le dessein de contribuer pour sa part d'homme à quelque salut temporel ou éternel de l'humanité. Merci Marie. Bon, c'est un morceau de bravoure. Je suis contente qu'on ait l'occasion d'écouter ces pages. Même si peut-être certains d'entre vous se disent qu'on est un peu loin du transhumanisme, mais la question posée, c'était quand même celle de la considération du mal dans l'histoire et la mise en cause de cette idéologie progressiste pour qui finalement tout ce qui n'est pas dans l'axe défini ne compte pas. Alors évidemment, cette inoubliable indignation, c'est l'expression dans le texte de Peggy, n'oublions pas qu'elle s'exprime dans un texte qui n'a pas publié, qu'elle est bien sûr, elle fait partie de sa polémique anti-Jaurès, mais bon, c'est pas la question. Enfin, on pourra revenir sur cette question-là, mais il me semble qu'ici, ce qui retentit, c'est vraiment ce souci du réel et de rétablir cette priorité à la souffrance humaine par rapport aux grandes visions idéales qui sont proposées par tous les optimistes en chef, qu'il s'agisse de Jaurès ou de M. Laurent Alexandre et consorts. Et je dirais que ces quelques lignes sur le XXe siècle, si l'on accepte les traumatismes, etc., ça m'a aussi fait penser à un texte dont j'ai oublié le nom de l'auteur, c'était un texte d'un philosophe hongrois, je crois, mais qui avait un très beau titre, alors je n'ai pas oublié le titre, ça s'appelait
Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes. Et c'est un tout petit ouvrage et qui raconte. Alors, c'était une réflexion, un essai qui partait, je crois, d'un fait réel, mais qui brodait à partir de ce fait, à savoir que Dostoïevski, après son passage par le bagne, a été relégué en Sibérie et il aurait trouvé de la lecture chez un fonctionnaire du coin qui était de son ami, et notamment, il aurait lu Hegel, les fondements de la philosophie du droit, je crois. En tout cas, un texte de Hegel expliquant justement que la raison l'emportait toujours dans l'histoire. Et Dostoïevski, du fin fond de sa Sibérie et de son expérience de paria, aurait fondu en larmes en lisant ce texte qui niait allègrement tout ce que lui vivait. Donc voilà, c'est encore un parallèle que je m'autorise avec la manière dont Péguy regimbe contre ces visions d'un avenir glorieux qui évince la réalité et la réalité des souffrances. Alors cette éviction, elle est tellement radicale qu'elle ne se contente pas de nier le mal, elle va jusqu'à nier la mort. Ça, on l'avait vu déjà lors de la séance précédente. C'est une des grandes ambitions du projet transhumaniste dans ses développements les plus extrêmes que de projeter une victoire sur la mort. Donc, le docteur Laurent Alexandre étant lui-même auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La mort de la mort », qui date d'il y a quelques années. Et puis, tous les transhumanistes ne partagent pas cette vision-là, mais enfin, il y en a quand même qui défendent l'idée que lorsque notre humanité de chair dépérira, eh bien, il suffit que nos mémoires soient inscrites dans des machines qui, elles, dureront, et qu'ainsi, nous vaincrons la mort. En tout cas, cette ambition est affichée. Elle est déclarée, aussi extrême qu'elle puisse nous paraître. Et Péguy, là aussi, a réfléchi sur cette absence de considération de la mort comme limite et expérience de la condition humaine qu'il trouvait déjà répandue chez certains de ses contemporains. Et je voulais vous faire entendre un texte plus court, là, un extrait d'un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, voilà, c'est une des œuvres des dernières années, donc une œuvre très considérable qui date de 1911, qui paraît au sein des cahiers de la quinzaine, mais qui remplit tout un cahier. Et dans Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet, tout en livrant bataille, donc là ouvertement, contre ce dénommé Laudet, qui était le directeur de la revue hebdomadaire, qui était une revue, une grosse revue, comme il en existe aujourd'hui, une grosse revue dans laquelle était parue une critique négative du mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Donc ça a donné lieu à une réplique de la part de Péguy, mais comme toujours chez Péguy, la controverse de personne à personne est grosse d'enjeux métaphysiques qui lui donnent toute sa profondeur et qui fait que même dans ces écrits polémiques extrêmement circonstanciés, nous trouvons des pages qui résonnent, pour l'éternité, j'en sais rien, mais en tout cas qui résonnent jusqu'à nous. Et alors, il y a notamment 2 paragraphes, puisque Péguy là découpe son propos en paragraphes, qui m'ont toujours touché beaucoup dès ma première lecture et par la suite, où précisément Péguy s'en prend à son adversaire en lui demandant s'il croit vraiment que le cœur de l'homme a changé, et si a changé depuis le temps de Jeanne d'Arc, puisque le reproche c'était que Péguy avait essayé de se mettre dans les mentalités médiévales, mais que c'était maladroit et que de toute façon l'homme d'aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec l'homme du 15e. Donc vous allez entendre retentir cette expression, l'homme du 15e, c'est du 15e siècle, le siècle
de Jeanne d'Arc, et l'adversaire s'exprimant ainsi, en parlant du 15e, ce que Péguy trouve une façon très légère, il faut dire 15e siècle, mais donc il reprend à plaisir l'expression grossière de son adversaire, bien faire retentir comme elle est grossière. Voilà, donc je vous laisse écouter cette page. Il faudra que M. Laudet se fasse à cette idée que nous autres, nous ne faisons aucun progrès. Ce sont les modernes qui font des progrès. Que nous sommes bêtes une fois pour toutes. Que nous sommes aussi bêtes que Saint Jean Chrysostome. Humainement même, il y a dans cette proposition de M. Laudet une ignorance, un manque, ce que l'on serait presque tenté de nommer une hérésie humaine, c'est-à-dire une hérésie en matière d'humanité, de connaissance et d'histoire de l'humanité. M. Laudet a l'air de croire que l'humanité en elle-même, que l'homme, aurait moins besoin de Dieu et de Jésus qu'au 15e. Croit-il donc, cet homme heureux, que la bassesse, que la misère, que la détresse de l'homme est devenue moindre? N'a-t-il donc jamais entendu parler, n'a-t-il donc jamais entendu dire, même par des laïcs, même par des profanes, même par des historiens, même par des modernes, même au sens et au point de vue purement humain, que la misère de l'homme moderne, que la détresse du monde moderne est une des plus profondes que l'histoire, même purement humaine, ait jamais eu à enregistrer? Croit-il donc, ce rare génie, que l'humanité soit devenue moins douloureuse? Croit-il qu'on ait changé le cœur, qu'on ait perfectionné le cœur humain? Croit-il que le père qui voit son enfant malade souffre moins qu'au 15e? Qu'il ait moins besoin de la prière et des sacrements? Croit-il que l'homme qui meurt moins qu'au 15e? Et que l'homme qui vieillit moins qu'au 15e? Et que l'humanité n'ait plus la même capacité qu'au 15e de détresse et de ce qu'il nomme neurasthénie? On reconnaît bien là l'incurable frivolité du gros bourgeois français. La même capacité de vide et de creux et d'absence, les mêmes déficiences, les mêmes manques. Croit-il donc, ce gros capitaliste, et pour nous en tenir à ce seul exemple, à ce seul cas, croit-il donc que l'anxiété du pain quotidien est diminuée dans le monde et qu'il n'y ait pas autant d'hommes qu'au 15e qui tremblent pour la faim, qui tremblent pour le pain de leurs femmes et de leurs enfants, et qu'ils tremblent moins, et que quand nous demandons le pain de chaque jour, et que nous le demandons pour aujourd'hui, nous le demandons d'un moindre cœur qu'au 15e. Voilà, encore une de ces grandes pages de Péguy. Tout Péguy, en quelques lignes, toutes les solidarités, les indignations, toutes les formules. Est-ce que l'homme meurt moins aujourd'hui? Est-ce que l'homme vieillit moins? Voilà, il n'y a rien à ajouter en fait. Et je pense que la seule chose à faire, c'est de les écouter, ces textes, et de les proférer, comme tu viens de le faire, et de savoir qu'on peut les opposer, qu'ils existent, que cette voix retentit toujours, pour nous rappeler qu'il y a des rêves qu'il n'est pas bon de prendre pour la réalité, et que ce rêve d'une vie humaine qui s'exonérerait
de toutes ces faiblesses, eh bien, ça peut virer au cauchemar parce que c'est un non-respect de la réalité. Alors, face à ces nuées, pourrait-on dire, qui nous proposent un programme nous appelant à nous dépasser, à dépasser notre humanité dans le transhumanisme, c'est bien ça le sens du mot. Peggy est pour moi un véritable recours, bien qu'on puisse taxer ma réflexion d'anachronique, mais je pense qu'elle a quand même du sens. Et à tel point que, vous le voyez, j'essaye de répartir un peu les textes en soulignant tel ou tel thème, mais en fait chaque page récapitule tellement de choses. Et alors, un de ces textes qui récapitule, je l'ai trouvé dans Encore de la grippe. Alors la série des grippes, ceux qui ne la connaissent pas, cette série des grippes, il faut qu'ils se précipitent pour la découvrir dans le tome 1 des œuvres en prose complète dans la Pléiade. Ce sont des textes des tout débuts des Cahiers de la Quinzaine, de 1900. Et de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe. Je ne vais pas commencer à vous les décrire parce que sinon je n'en finirai pas. Mais donc c'est un Peggy jeune qui défend sa toute neuve entreprise des Cahiers de la Quinzaine et qui donc met tout ce qu'il a à dire dans des petits textes concis mais d'une grande densité et originalité. Et dans Encore de la grippe, Peggy prend d'emblée, comme je le répète, il est au tout début de son entreprise, au tout début de son œuvre, il prend le parti des misères du présent contre les sidérales promesses. Et là, il y a tout son programme, j'allais dire professionnel, ce qu'il va essayer de faire dans sa revue, son programme de vie, sa vie, son système du monde, c'est une expression qu'il emploie pas là mais à un autre moment, et qui est de retrousser ses manches et de tous les 15 jours produire du texte qui aille contre l'injustice, contre le mal, et tout en essayant de mener une vie qui soit conforme à ses valeurs, en laissant où elles sont les promesses de lendemain qui chantent, ou de révolution transhumaniste. Et vous verrez que dans ce texte donc de 1900, il est déjà question de Renan. Et donc on peut faire un pont entre Encore de la grippe et Zangwill, puisque déjà Peggy se réfère au dialogue philosophique de Renan et à ses projections d'une surhumanité qui pourrait gouverner et choisir son destin et dépasser l'humanité. Voilà, donc je vous laisse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, de la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe, ce sont des textes que Peggy a écrits alors qu'il avait la grippe. Voilà. Et ça lui permet. Il en est pas mal question dans notre dernier numéro que je vous recommande sur Peggy, la santé et la maladie, parce que la grippe c'est une maladie quand même, et donc il y a tout un jeu, Peggy relit un texte de Pascal qui s'appelle Prière pour demander le bon usage des maladies, donc on a tout un mélange d'autodérision, d'autobiographie, Peggy se décrivant malade, Peggy lisant Pascal et dialoguant avec Pascal, et Peggy faisant un parallèle drôlatique et absolument satirique entre les maladies du corps, comme celles qui l'affligent, et les maladies du socialisme. Donc on n'est pas déçu du voyage. Voilà, donc là je te laisse lire donc ce passage. Je ne suis pas très partisan des spéculations immenses, des contemplations éternelles. Je n'ai pas le temps. Je travaille par quinzaine. Je m'attache au présent. Il en vaut la peine. Je ne travaillais pas dans la première et dans la deuxième quinzaine de mai 1871. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née ?
Je travaille dans les misères du présent. Mais quand on se fonde sur l'immensité des rêves éternels pour démolir ma prochaine socialisation des moyens d'enseignement, je ne puis m'empêcher d'examiner un peu si les rêves sont rêvés selon les lois des rêves humains. Car il y a des lois des rêves humains. Il y a des frontières des rêves humains. Et si ces rêves ne sont pas humains, si on les nomme surhumains, je les nomme inhumains. Et j'en ignore. Je suis homme et rien de ce qui est inhumain ne m'est concitoyen. Ouais. C'est dit. C'est dit, il y a des frontières, même les rêves humains ont des frontières, et quand on les franchit, on est dans le transhumanisme, mais comme Peggy le voit bien, on choisit l'inhumain contre l'humain. Alors ceci, c'était une première partie, un peu longue, je vais essayer de peut-être moins m'étendre dans les suivantes, mais sur voilà, les fins du projet transhumaniste tels que peut-être Peggy les aurait perçus, enfin non, je ne fais pas d'extrapolation, mais mise en parallèle avec des pensées de Peggy. Si j'en viens maintenant aux moyens, il y a là aussi pas mal de choses intéressantes à entendre, parce que les moyens, ce sont un peu, quel que soit le projet que l'on sert, c'est toujours les mêmes moyens, à savoir l'école. Et le livre de Laurent Alexandre est sous-titré « Comment l'intelligence artificielle va révolutionner l'éducation ». Donc c'est en grande partie un livre sur l'école d'après-demain. Le travail, la place du travail. Est-ce que le travail est un moyen de réaliser l'humanité ou un frein à la transhumanisation? C'est l'argent, c'est quand même le moyen par excellence. Alors comment on le considère? Et voilà, donc là ce sont les trois thèmes que je vous propose d'aborder maintenant, en commençant par celui de l'école, dont vous savez à quel point il est cher à Peggy, pour des raisons biographiques, mais aussi parce que dans sa vision de la société, c'est à l'école qu'on devient un être humain. Eh bien, pour Laurent Alexandre aussi, c'est par l'école que tout doit passer. C'est un enjeu majeur, et il va en faire le principal. Il souhaiterait en faire le vecteur principal de ce projet transhumaniste et de son acceptabilité, si je puis employer ce mot très laid. D'après lui, c'est par l'école que nous devons. Alors nous, c'est trop tard, hein, on est vraiment perdus, mais pour les générations après, c'est par l'école qu'on pourra les préparer à ne pas rester sur la touche et à devenir des acteurs de ce grand projet. Alors évidemment, l'école telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas du tout apte, elle est totalement disqualifiée en termes bien violents par M. Alexandre, qui nous dit, dès son introduction, que l'école sous sa forme actuelle va mourir, donc c'est annoncé, et qui nous explique pourquoi, à quel point elle est radicalement disqualifiée. L'école est l'institution investie de la redoutable tâche de remédier aux inégalités de développement intellectuel, tâche dont elle s'acquitte particulièrement mal. Il faut se rendre à l'évidence, seulement contestée par les syndicalistes les plus exaltés, l'école est une machine incapable de réduire les inégalités. Bon, je vous passe le détail. C'est intéressant, pas seulement parce que, il y a
un discrédit sans nuance jeté sur l'école actuelle, mais aussi parce que l'école est présentée comme, si ce n'est une fabrique d'inégalités, une institution qui ne parvient pas à gommer les inégalités, alors que c'est ce qu'elle devrait faire. Disons que c'est par ce biais que l'auteur peut la condamner complètement, la condamner à mort. Et dire, c'est parce qu'il considère pas qu'elle enseigne mal, qu'elle ne transmet pas bien les savoirs, il considère qu'elle n'est pas capable d'aller contre les inégalités. Et c'est au nom de cet échec-là qu'il la condamne complètement. Et ça m'a fait penser à une idée qu'on trouve chez Péguy qui est très originale concernant l'égalité et le rôle que l'école doit jouer par rapport à ça. Péguy, lui, c'est un boursier de la République. C'est quelqu'un qui a réussi un parcours scolaire très brillant, mais en sortant de sa condition, grâce au discernement de ses maîtres qui ont su lui faire avoir une bourse, le faire rentrer en 6e. Vous connaissez tout ça. N'empêche que pour lui, le but de l'école, c'est pas du tout de rendre tous les hommes égaux. Et il voit dans cette obsession de l'égalitarisme quelque chose, une idée vraiment pernicieuse. Et à plusieurs reprises, il rétablit les choses en expliquant que ce n'est pas... en expliquant tout ce qu'il y a d'ambigu dans cette poursuite de l'égalité. Et ça, c'est vraiment très, très, très actuel, hein. C'est très contemporain. Il nous invite vraiment à nous méfier de cette... il reconnaît que c'est une des valeurs républicaines, une des valeurs de la devise républicaine, mais c'est celle qu'il placera en dernier, parce que c'est celle qui contient, sans qu'on veuille le reconnaître, le plus de sentiments impurs, d'envie, de rancœur, d'envie de dépasser, en fait, sous couleur d'égalité, de dépasser l'autre, et surtout de faire qu'il y ait personne qui vous dépasse. Alors, je vous propose d'écouter là 2 textes, un tiré d'un poète l'a dit, qui est, je crois, assez court celui-là, et puis un autre de Jean Coste, qui est plus conséquent. Mais enfin, commençons déjà par un poète l'a dit. Alors, dans tous les anciens régimes, c'était l'exception que l'on ne fût pas à sa place, que l'on n'y fût pas né, que l'on n'y eût pas grandi. Et quand par hasard, et par cette exception, quelqu'un ne se trouvait pas à sa place, il se hâtait de s'y rendre. Dans le nouveau régime, seul, et ainsi contrarié à tous les autres, c'est au contraire l'exception que quelqu'un soit à sa place, qu'il y soit né, qu'il y ait grandi ou qu'il s'y soit rendu sans le faire exprès. Et quand par hasard et par cette exception, quelqu'un se trouve à sa place, il n'a qu'une hâte qui est d'en être sorti. Ce qui revient à dire que c'est très exactement le contraire de ce que l'on nous avait promis quand nous étions petits, à l'école primaire, sous le nom de l'avènement de la démocratie, qui, au contraire, et théoriquement, et c'était là un de ses plus grands avantages théoriques, remettait chacun à sa place, tout homme à son rang, qui était le premier, tous ensemble et chacun séparément premier. Voilà, alors ça pour moi c'est vraiment une de ces formules de Péguy géniales qu'il faudrait méditer et reméditer tous ensemble et chacun séparément premier.
Ça, c'est un modèle de société qu'on a complètement perdu et qui n'a rien à voir avec tous à la même place. Non, tous ensemble et chacun séparément premier, à partir du moment où chacun a sa place dans la société. Et comme il le dit, lui, c'est ce qu'il a retenu de ce qu'il a appris à l'école. Donc l'école qu'il a fréquentée n'était pas au service d'un système égalitaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit ici. Elle était au service d'une société où chacun a sa place, se trouvait dans un ensemble et pouvait se considérer dans sa dignité comme premier. Donc voilà, je trouve ça très fort. Et Peggy revient, la chronologie n'est pas respectée, mais dans 2 Jean Coste, qui est aussi un très beau texte de Peggy, 1903 ou 4, je ne sais plus, donc assez tôt quand même, 2, bon alors encore plus tôt, dans 2 Jean Coste, on trouve des pages magnifiques sur la misère et la pauvreté dans leur distinction, mais qui donnent lieu également à une réflexion sur la fraternité par rapport à l'égalité. Et on voit que ce jeune Peggy socialiste qui se lance dans son entreprise, il a tout à fait perçu les ambiguïtés qu'il y a derrière les revendications d'égalité. Le devoir d'arracher les misérables à la misère et le devoir de répartir également les biens ne sont pas du même ordre. Le premier est un devoir d'urgence. Le deuxième est un devoir de convenance. Non seulement les 3 termes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas sur le même plan, mais les 2 derniers eux-mêmes, qui sont plus approchés entre eux qu'ils ne sont tous 2 proches du premier, présentent plusieurs différences notables. Par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes. C'est un devoir préalable. Au contraire, le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins pressant. Autant il est passionnant, inquiétant de savoir qu'il y a encore des hommes dans la misère, autant il m'est égal de savoir si hors de la misère, les hommes ont des morceaux plus ou moins grands de fortune. Je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir à qui reviendra dans la cité future les bouteilles de champagne, les chevaux rares, les châteaux de la vallée de la Loire. J'espère qu'on s'arrangera toujours, pourvu qu'il y ait vraiment une cité. C'est-à-dire, pourvu qu'il n'y ait aucun homme qui soit banni de la cité, tenu en exil, dans la misère économique, tenu dans l'exil économique, peu m'importe que tel ou tel ait telle ou telle situation. De bien autres problèmes solliciteront sans doute l'attention des citoyens. Au contraire, il suffit qu'un seul homme soit tenu sciemment, ou ce qui revient au même, sciemment laissé dans la misère, pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. Le problème de la misère n'est pas sur le même plan, n'est pas du même ordre que le problème de l'inégalité. Ici encore, les anciennes préoccupations, les préoccupations traditionnelles, instinctives de l'humanité se trouvent à l'analyse beaucoup plus profondes, beaucoup plus justifiées, beaucoup plus vraies que les récentes et presque toujours factices manifestations de la démocratie. C'est trop long ? Je sais. Ça va jusque-là. D'accord. Non, dis-moi. On peut arrêter là. Okay. Voilà, merci. Voilà, donc Peggy déplace le problème, mais il nous replace face aux vrais enjeux.
il montre bien que la question de l'égalité ne peut pas être première. C'est une question secondaire. Or, ce que fait le docteur Alexandre, c'est que, et il le fait pour servir son propos, c'est qu'il met la question de l'égalité au premier plan en ce qui concerne l'école. Et ça lui sert à dénoncer l'école, en disant que bien évidemment, elle n'est pas parvenue à gommer les inégalités, mais ça lui sert aussi à proposer sa solution. Parce que si l'enjeu de l'école, c'est l'égalité, l'école traditionnelle a prouvé son échec, et l'école de demain, celle qu'il préconise, elle prendra le dessus en proposant un remède aux inégalités, comme si c'était ça la principale mission de l'école. Le droit au QI élevé pour tous, quand même oser faire ça, le droit au QI élevé pour tous deviendra aussi évident que l'égalité raciale ou entre hommes et femmes. Alors voilà, à partir du moment où la mission de l'école de demain ou d'après-demain, c'est d'assurer le droit au QI élevé pour tous, eh bien, quels sont les moyens proposés par le projet transhumaniste que soutient l'auteur et qu'il préconise, qu'il conseille au ministre Blanquer à qui est dédié son livre, c'est d'aller, je ne veux pas être trop caricatural, mais c'est difficile parce que lui-même est très caricatural, c'est de faire, donc là je vais le citer pour ne pas le déformer, c'est de faire de l'école une branche de la médecine. C'est marqué, c'est pas moi qui l'invente, en bardant notre cerveau de bribes d'IA, d'intelligence artificielle. Et donc pour cela, il fait confiance à des neurophysiciens, des gens qui travaillent dans les laboratoires actuellement et qui sont en train d'inventer des petits objets qui pourront se brancher directement sur les cerveaux des élèves et faire en sorte qu'ils puissent capter tout ce qu'on voudra bien leur inoculer en rétablissant les inégalités. Il suffira d'appuyer sur le bon bouton, etc. Donc, c'est vraiment ça qu'il nous promet. Hein. L'amélioration cérébrale. Alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs parmi vous, mais je compatis, hein, parce que c'est terrible de dire ça. L'amélioration cérébrale sera d'abord une nécessité économique. Elle sera la condition sine qua non d'accès aux emplois hyper qualifiés du futur. En réalité, la raison principale qui poussera à l'adoption massive de techniques d'amélioration du QI sera la pression sociale en faveur de l'égalité, toujours, et la peur d'une révolution menée par les gens moins doués, qu'ils soient habillés en jaune ou autre, abandonnés et désarmés face à l'IA. Ça, c'est la grosse peur des transhumanistes, c'est les révolutions populaires de gens qui n'ont pas le niveau. C'est assez drôle. Donc, la démocratisation, parce que comme la démocratie, elle est là, elle est quand même là pour qu'on la mette à toutes les sauces, y compris au service du projet transhumaniste, la démocratisation de l'intelligence biologique est le principal moteur de l'égalité. Bon, je ne vous lis pas tout le texte, je vous lis juste les sous-titres. La neuro-augmentation sera le vaccin du 21e siècle. Donc, j'espère qu'on sera tous morts pour ne pas voir ça. Mais le neuro-renforcement sera le successeur de l'hygiénisme pasteurien. Donc ça, c'est censé montrer que tout ça, c'est la suite des grandes découvertes qui ont amélioré notre santé. Donc voilà, si vous êtes curieux de ces questions, vous trouverez les réponses dans cet ouvrage et dans d'autres sans doute sur comment le projet, et donc le projet pour l'école préconisé par ce livre en tout cas, c'est donc d'intervenir directement au niveau des neurones, voilà, et de barder le cerveau des enfants de bribes d'intelligence artificielle. Alors, évidemment, comment raccrocher ça à Peggy? Là, on est perdu. Mais non, on n'est pas perdu parce que autant on voit que
ici, on est dans une espèce de vision archi-biologique de l'être humain, puisque même tout ce qui a rapport à l'école, à l'intelligence, n'est vu qu'au prisme de notre cerveau et de la manière dont la technique pourrait l'améliorer. Alors que Péguy, quand il parle d'école, quand il parle de ce que l'école a été pour lui, il ne parle pas du cerveau, il parle de l'âme. Et donc là, je vais juste vous lire les dernières lignes du fameux passage que vous connaissez tous sur son entrée en sixième, qu'il évoque donc dans L'Argent, en 1913. « Ce que fut pour moi cette entrée dans cette sixième à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant Rosa Rosae, l'ouverture de tout un monde tout autre, de tout un nouveau monde, voilà ce qu'il faudrait dire, mais voilà ce qui m'entraînerait dans des tendresses. Le grammairien qui, une fois la première, ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae, n'a jamais su sur quel parterre de fleurs il ouvrait l'âme de l'enfant. » Voilà. Alors, pour moi, ça fait sens que, d'un côté, il y ait cette vision d'un cerveau trafiqué, et de l'autre, cette vision d'une âme ouverte et prête à éclore comme une fleur, telle que Péguy l'évoque. Et je n'ai pas besoin de préciser que M. Alexandre nous explique que l'âme, c'est bien fini et qu'il n'y en a plus besoin. Oui, ça c'est sûr, hein, dans son système. Le livre du neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, qui soutenait cette thèse nouvelle à l'époque, a d'abord fait scandale. Aujourd'hui, la science montre que nous n'avons aucun besoin d'âme pour exister. C'est triste. Donc voilà un petit ensemble de réflexions sur le thème de l'école. J'en viens maintenant au travail, parce que là aussi, le travail chez Péguy, c'est... on a eu 2 magnifiques séances avec Jennifer Kilgore-Karadec et Dominique Anslenetter sur l'argent et le travail au cours de cette année de Café Péguy. Donc je ne vais pas multiplier les lectures, mais quand même... la grande question que le transhumanisme se pose au sujet du travail, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir donner à faire aux hommes quand les robots seront plus performants. Donc, le problème est perçu en ces termes. Une fois qu'on sait faire des ordinateurs, des robots, des machines très sophistiquées, eh bien, il y a des tas de métiers qui n'ont plus lieu d'être, et ça pose quand même un problème social, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui savent rien faire d'autre que le métier qu'ils ont appris. Donc, c'est encore une fois, il y a une déconsidération du travail humain. À partir du moment où la machine peut le faire, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit un être humain qui le fasse. Parce que ce qui compte, c'est que ce soit fait. Ce n'est pas que ce soit une personne qui le fasse. Ce n'est pas le travail comme moyen d'humaniser l'homme, de le développer, quelle que soit la tâche qu'il fasse. Hein. Parce que ça, chez Péguy, ça s'appelle l'honneur du travail. Et l'honneur du travail, ça ne tient pas au diplôme ni à la sophistication de la tâche accomplie. Ça tient au fait qu'on fait bien son travail. Et celui qui fait bien son travail, qu'il soit ouvrier, artisan ou professeur d'université, eh bien, il y gagne en dignité. Donc ça, évidemment, dans la société du futur, ça n'entre plus en ligne de compte. Et donc, il faut revaloriser le travail humain, le travail fait par des hommes, et pas simplement l'accomplissement de tâches que les aspirateurs automatiques peuvent faire sans nous. Donc c'est pour cela que je vous propose d'écouter une page de L'Argent, qui est une belle page, où Péguy, justement, défend cet honneur du travail. Nous croira-t-on
et ceci revient encore au même, nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. On ne pensait qu'à travailler. Nous avons connu des ouvriers qui, le matin, ne pensaient qu'à travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure? Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler. À 11h, ils chantaient en allant à la soupe. En somme, c'est toujours du Hugo, et c'est toujours à Hugo qu'il en faut revenir. Ils allaient, ils chantaient. Travailler était leur joie même, et la racine profonde de leur être, et la raison de leur être. Il y avait un honneur incroyable du travail, le plus beau de tous les honneurs, le plus chrétien, le seul peut-être qui se tienne debout. C'est par exemple pour cela que je dis qu'un libre penseur de ce temps-là était plus chrétien qu'un dévot de nos jours. Parce qu'un dévot de nos jours est forcément un bourgeois. Et aujourd'hui, tout le monde est bourgeois. Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui au Moyen-Âge régissait la main et le cœur. C'était le même, conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, égal dans l'ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l'ouvrage bien fait, poussé, maintenu jusqu'à ses plus extrêmes exigences. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé ces cathédrales. Alors bien sûr, ici, c'est une bataille de texte. Hein. Il ne s'agit pas de réfléchir sur les conditions réelles du travail. Et j'imagine bien qu'au temps des cathédrales, il y avait des tâches très pénibles et très mal rémunérées et que la mécanisation a eu du bon. Hein. Je ne suis pas du tout qualifiée pour évoquer ces problèmes-là. Par contre, je pense qu'ici, nous sommes tous qualifiés pour lire et entendre des textes. Et de la même façon que M. Alexandre produit un texte sur ce qu'il pense être la problématique du travail dans son projet transhumaniste, eh bien c'est tout aussi légitime d'écouter Peggy nous chanter avec lyrisme l'honneur du travail. Et après, chacun choisit, chacun prend ses options. Mais voilà, au moins on aura mis en vis-à-vis deux types de discours sur le travail. Alors, dans le projet transhumaniste, tous les métiers ne sont pas considérés de la même façon. Il y en a qui sont appelés à disparaître. Parfois d'ailleurs des métiers qualifiés comme radiologue par exemple, ça c'est fichu parce que les ordinateurs sont bien plus doués que les radiologues pour décrypter les photos, là, les radios. Donc parfois ce sont des métiers très qualifiés, mais c'est surtout des métiers moins qualifiés, encore que les métiers les moins qualifiés de tous ne seront pas menacés, parce que ça coûtera trop cher de faire un robot qui fasse le travail d'une aide-soignante que de payer une aide-soignante des clopinettes. Et je ne vous dis pas, là c'est une petite parenthèse, mais alors le mépris, il est quand même médecin cet homme, du médecin, il est docteur en tout cas, pour l'infirmière. Alors ça c'est bien typique.
mais bon, ça nous entraînerait dans des... voilà, donc il y a un mépris qui s'ignore, enfin il y a une façon de condamner les gens qui est tout à fait... Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Et encore une fois, de la même façon que Peggy plaide pour une société où chacun soit tous ensemble et chacun séparément premier, de la même façon, Peggy a toujours le souci des petits métiers, et au premier chef parce qu'il se considère lui-même comme exerçant des petits métiers. Donc ça, c'est un passage que j'aime bien également, et que j'ai tiré d'où déjà Personnalité, oui, c'est un texte des débuts des cahiers quand même. 1902. Oui, 1902. Voilà, où il explique son travail à lui. Je sais que je fais un métier misérable, mais tout le monde ne peut pas être une bouche d'ombre, ni le clairon sonnant dans les ténèbres, de manière à faire trembler les vertèbres. Cela ferait trop d'ombre, trop de fanfares et trop de tremblements. Je passe un grand tiers de mon temps à l'établissement industriel des cahiers, à la correction des épreuves. Je corrige les épreuves avec une sollicitude si méticuleuse qu'elle m'a rendue légèrement risible, surtout quand, tant de soins ne suffisant pas, il y passe quelques coquilles. Je puis donner ici l'assurance que j'ai autant de contentement, autant de joie, autant de bonheur à faire un beau cahier avec de la copie que l'on m'apporte qu'avec de la copie que je fournis, que l'on regarde la collection. Je corrige aussi soigneusement les épreuves des autres que les miennes. Je passe un petit tiers de mon temps à l'établissement commercial des cahiers, à la gérance. La diligence de bourgeois m'a beaucoup allégé les soucis administratifs de la gérance. Il m'en reste les gros soucis généraux. Je passe les 2 tiers de mon temps à ces besognes misérables de commerce et d'industrie. Et même je n'ai pas la consolation de faire du grand commerce et de la grande industrie, d'être un grand négociant, un grand industriel, un grand patron, et d'avancer d'autant, comme on sait, la définitive révolution sociale. Je suis un pauvre industriel et, comme on dit, un petit boutiquier. Je le suis parce que je dois l'être. Je suis heureux de l'être. J'exerce avec passion 2 métiers réels. Ces 2 métiers m'ont appris sur les réalités économiques, politiques, morales et sociales, plus que ne m'avaient enseigné en 5 ans mes maîtres et mes sous-maîtres. Je ne me méprise pas d'exercer 2 petits métiers. Je commence à m'apercevoir qu'il vaut mieux exercer 2 petits métiers que de n'exercer aucun métier du tout. C'est-à-dire d'être un homme politique, parlementaire ou journaliste. Il serait déplorable qu'un jeune auteur me méprisât. Je sais que je fais de la cuisine, en ce sens que je fais de l'économique. Je suis un économe, un gérant, un intendant, un cuisinier, un employé, un commis. Mais je me suis laissé dire que le socialisme revenait à restaurer dans leur dignité morale ces modestes fonctions de la vie économique, sans quoi l'univers de la pensée s'arrêterait de fonctionner aussi. Voilà, donc une magnifique défense des métiers, et qui est tout à fait le contraire de la réflexion sur le travail, qui pose déjà comme préliminaire au projet transhumaniste qu'on n'aura plus besoin de la plupart des métiers par la suite. Le thème de l'argent, je vais être plus rapide parce que c'est plus facile, c'est plus connu. Le lien entre le projet transhumaniste et l'argent, il existe et il est souligné, il n'y a aucune fausse pudeur. Il faut de l'argent pour faire avancer les recherches, les découvertes,
Et les grands ténors de cette voie transhumaniste sont des milliardaires, parce que non seulement il faut de l'argent, mais ils savent en gagner aussi de l'argent. Donc ce sont des hommes d'argent. Et à plusieurs reprises, il est question des milliardaires des GAFA, les milliardaires, etc. Donc il y a un lien entre le beaucoup d'argent et ce projet. Alors que chez Peggy, on connaît sa critique de l'argent et son apologie de la pauvreté. Donc ça, je me contente de le mentionner et je saute du coup non, je n'avais pas prévu de lecture. Voilà. Donc voilà, un petit patchwork de ces thèmes, de ces moyens et de la manière dont Peggy peut y répondre. Alors, ma troisième partie, ça sera un peu une troisième partie conclusion, l'horaire l'impose, et puis aussi parce que voilà, je tente une espèce de prise de recul par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, et je me demande avec Peggy si nous ne sommes pas déjà des vaincus. Alors, d'après le docteur Alexandre, nous sommes des idiots, c'est pas tout à fait pareil, les idiots utiles de l'intelligence artificielle, dans la mesure où la plupart d'entre nous ne savent pas comment ça marche, ne comprennent pas ce qui se passe, et notamment fournissent leurs données, qui sont la matière première de tous ces systèmes, en utilisant leurs ordinateurs, etc. Sauf Michel Leplay, qui lui est tout à fait exempt. Hein. Vous êtes notre intelligent inutile, et pas idiot utile, puisque vous n'avez pas d'ordinateur. Ce qui n'est pas pratique du tout, d'ailleurs, pour nous. Mais bon, donc voilà, idiot utile ou vaincu. Peggy a connu ce découragement qui pouvait s'emparer de nous, à l'idée que tout est déjà en route, que tout ça s'est mis en place par des hyperpuissants, ces milliardaires américains, chinois, qui sont loin de tout, mais qui peuvent tout. Voilà, nous pouvons partager ce sentiment que c'est déjà trop tard, que Peggy exprimait en 1909 dans un texte qui s'appelle « À nos amis, à nos abonnés ». Et il me semble que là, la citation n'est pas trop longue. Voilà, hein, on peut l'écouter. Ne nous félicitons pas. Nous sommes des vaincus. Le monde est contre nous. Et on ne peut plus savoir aujourd'hui pour combien d'années. Tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, les mœurs et les lois, le sérieux et la sévérité, les principes et les idées, les réalités et le beau langage, la propreté, la probité de langage, la probité de pensée, la justice et l'harmonie, la justesse, une certaine tenue, l'intelligence et le bon français, la révolution et notre ancien socialisme, la vérité, le droit, la simple entente, le bon travail, le bel ouvrage, tout ce que nous avons soutenu, tout ce que nous avons défendu, recule de jour en jour devant une barbarie, devant une inculture croissante, devant l'envahissement de la corruption politique et sociale. Alors Peggy écrit cela en 1909, dans une période vraiment de grande dépression. En 1909, ça veut dire qu'il lui reste encore 5 années à vivre, qui vont être les plus riches de toute sa production. Donc même ce sentiment d'échec et de découragement face aux forces qui semblent aller contre tout ce qu'il a fait ne l'empêchera pas de fournir un effort de création extraordinaire, de renouvellement à la fois spirituel, littéraire, magistral. Donc ça nous donne quand même un espoir, non pas l'espoir d'inverser les tendances, mais l'espoir qu'on peut toujours continuer à faire ce qui nous semble bien, et que ce sont toujours des semences pour l'avenir. Alors, autre
résistance que Péguy opposait en son temps et qui existe aussi aujourd'hui. C'est la résistance française. C'est un peu cocardier, mais je dois dire que le docteur Alexandre déplore tout à fait cette résistance française qui existe. Alors déjà, la résistance européenne, mais quand même, la France est en pointe. Et il a une formule qui est, pour une fois, que j'ai trouvée assez bien. Ils ont les GAFA, nous avons la CNIL. Donc, ceux qui sont à la pointe, les Américains, les Chinois, ils ont les GAFA, donc toutes ces Amazon, Google et tout ça. Et nous avons la Commission nationale, je ne sais plus ce que ça veut dire, la CNIL, l'informatique et liberté, c'est-à-dire nos réglementations et nos tentatives pour protéger les données, protéger la vie privée, ce qui est absolument condamné par ce livre comme des formes d'obscurantisme et des freins qui n'empêcheront rien et qui feront simplement qu'on sera les derniers de la classe. Donc, il souligne lui-même cette position d'une France qui serait en résistance, même s'il la déplore. Et ça, évidemment, ça m'évoque de tant et tant de beaux éloges du peuple français qu'on trouve chez Péguy, mais peut-être qu'on ne les lira pas aujourd'hui. Mais enfin, c'est surtout dans les textes que j'avais sélectionnés, c'est toujours dans Par ce demi-clair matin, qui s'est avéré une œuvre vraiment d'une grande ressource pour moi dans cette réflexion, où il y a un magnifique éloge du peuple français, refuge de l'ancienne humanité, refuge de la beauté et intelligence des bonnes, et de la douce et sotte fraternité. Donc ça fait du bien quand même de relire ces textes, et on se prend un peu pour Astérix, résistant. Mais enfin voilà, derrière Astérix, il y a quand même toute une tradition d'originalité de la posture française, on peut le dire comme ça. Un mot aussi sur la manière dont ce livre, alors je n'ai pas une vision assez large du problème, mais envisage le christianisme. C'est assez intéressant, ça n'est jamais l'objet c'est pas l'objet d'un seul chapitre, mais c'est disséminé, et on voit bien que c'est le grand rival. Peut-être un rival déjà vaincu, mais les grands patrons des GAFA sont des nouveaux messies qui prônent un évangile transhumaniste et qui en même temps va tout à fait à l'encontre, ça c'est écrit, de ce qu'ils appellent l'idéologie judéo-chrétienne. Et alors il y a un point que je ne fais que mentionner, mais qui quand même m'a bien frappé, interrogé même, c'est qu'il fait un sort particulier à Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, le point oméga, bon, ça pourrait d'une certaine façon rejoindre ce projet d'un progrès de l'humanité qui va s'unifier dans une conscience globale, bon. Et en même temps, donc il fait sa place et il dit que ça, c'est du fascisme. Celui qui, dans le camp ennemi, aurait pu se rapprocher, on le traite de fasciste. Et enfin, pour en terminer, pour laisser un peu de place à un échange qui pourrait avoir lieu maintenant, on retrouve aussi dans ce livre une espèce de mythe qui est commun à tous les totalitarismes, à savoir que c'est à la jeunesse d'enseigner l'âge mûr et la vieillesse. De toute façon, nous, on est trop vieux, mais donc c'est le renversement de l'ordre des choses, où ce sont quand même les aînés qui transmettent, qui introduisent à l'humanité leurs descendants. Non, là, vu que ce sont les jeunes qui seront initiés à cette nouvelle technologie, eh bien, ce sera à eux d'enseigner les plus âgés qui seront sinon disqualifiés,
Et là, on retrouve les gardes rouges, enfin tout ce qui, dans tous les systèmes totalitaires, c'est ça, c'est à la jeunesse qu'on confie le soin d'enseigner les adultes autrement irrécupérables. Et j'aurais voulu finir par une lecture qui est un petit peu longue, mais je ne sais pas si on peut la couper, d'une page de Clio sur l'homme de 40 ans, qui est celui qui sait. L'homme de 40 ans qui sait. Mais je sais pas, je crois qu'il faut qu'on choisisse entre la lecture et l'échange. Donc peut-être qu'on va privilégier... Ben oui, mais la lecture, c'est dommage de ne pas avoir d'échange. Je pense que je vous donne la référence de la lecture, c'est dans Clio, donc c'est le tome 3 des œuvres en prose dans la Pléiade, page 1132-1134, tu m'en voudras pas, Marie, où Clio décrit Peggy comme l'homme qui sait, l'homme de 40 ans qui sait qui il est, qui sait qu'on n'est pas heureux, mais qui veut tout de même le bonheur de ses enfants, et c'est en cela que Dieu l'aime. Donc c'est un texte magnifique, et voilà, et qui nous réconforte après tout ce qu'on aura pu découvrir de consternant grâce à Monsieur Laurent Alexandre. Voilà, je vous remercie, et puis je vous invite à peut-être échanger à partir de ce fouillis.